Explosion à Beni, l'armée dit avoir identifié le kamikaze qui s'est fait exploser dimanche. Il s'agit d'un sujet ougandais nommé Mboudi Abdallah. Clôture de la session ordinaire de mars au Sénat. Elle a été marquée par l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Échange entre le Premier ministre et les directeurs généraux de la SNEL et de la Régie des eaux. Au menu, l'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Les attentats terroristes avec les explosions vécues dimanche à Beni au Nord Kivu portent la signature des ADF, confirmation de l'armée. Cette dernière dit cependant avoir identifié le kamikaze qui s'est fait exploser dans la soirée. Il s'agit d'un sujet ougandais du nom de Mboudi Abdallah, très actif aux côtés de son chef. Des précisions avec notre correspondant sur place, Martial Bendelo. Pour la seule journée de ce dimanche, 27 juin, la ville de Beni a enregistré 2 explosions. D'abord le matin à l'église catholique de Bouchili où il y a eu 2 blessés graves, 2 fidèles, aux côtés de dégâts matériels importants dans cette église. La seconde explosion est intervenue aux environs de 19h40, cette fois-ci en plein centre-ville, au rond-point Malou, communément appelé rond-point Les Trocs. Là, il y a eu mort d'homme et le service de sécurité précise effectivement que la victime ici, c'est le kamikaze lui-même, qui est mort sur le champ des suites de cette explosion. Une situation qui a effectivement inquiété et créé une certaine panique au sein de la population civile. L'armée précise qu'il s'agit bel et bien des actes terroristes portant la signature des combattants ADF, MTM, qui sont à l'œuvre. Ils sont donc auteurs de ces attentats terroristes, précise l'armée. Le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord, le lieutenant Anthony Mwaluchai, a même indiqué que l'armée a bel et bien identifié la victime, ce kamikaze. Il s'agit d'un sujet ougandais du nom de Mboudi Abdallah, qui de son vivant était très actif aux côtés de son chef. Et sur son corps, les services de défense ont pu récupérer la radio Motorola qui servait de communication entre ce kamikaze et les restes de son groupe. Et face à cette situation, l'autorité urbaine, vous le savez, la ville de Beni est aussi sous le coup de l'état de siège. Tout de suite, le maire de Beni, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba, a édicté certaines mesures. Et parmi ces mesures, c'est d'abord la suspension de toutes les activités scolaires, tout comme les marchés, dans les 48 heures qui suivent, soit à dater de ce lundi. Les habitants doivent rester à la maison et multiplier la vigilance, pas d'attroupement dans des endroits publics, le temps que les forces de défense et de sécurité s'investissent pour pouvoir investiguer sur les endroits publics qui pourraient être la cible effectivement des terroristes ADF. De son côté, l'armée annonce aussi certaines mesures, tout en appelant la population à la prudence et à la vigilance. Des patrouilles diurnes comme nocturnes, pédestres tout comme motorisées devront être intensifiées et des checkpoints seront érigés pour pouvoir contrôler et chercher à identifier tout le monde. Et ce lundi, la ville de Beni s'est réveillée avec une ambiance pas comme d'habitude, avec évidemment des mesures annoncées la veille par l'autorité urbaine. Très peu de circulation ce lundi dans la ville. Nombreux habitants préfèrent rester à la maison et suivre la situation de près en observant les mesures édictées par l'autorité compétente. C'est en tout cas le moins qu'on puisse dire pour l'instant sur la situation actuelle en ville de Beni au Nord Kivu. Direction la Chambre haute du Parlement qui a clôturé sa session de mars ce lundi. C'est après avoir examiné et adopté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire du pays. L'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité passée au peigne fin par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les directeurs généraux de la SNEL et de la Régie des eaux en présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. C'était au cours d'une séance de travail ce lundi à la primature. Oui, c'était essentiellement une séance de travail pour essayer de déterminer quels sont les problèmes, les challenges que les deux compagnies qui sont sous ma tutelle, notamment la SNEL, Régie des eaux, quels sont les problèmes qu'ils ont, de façon à ce que nous, le gouvernement central, on puisse accompagner ces sociétés pour essentiellement résoudre
le problème de la desserte en électricité et en eau dans la ville de Kinshasa, mais aussi dans les différentes provinces. D'abord, il faut savoir que le droit d'avoir de l'eau potable et de l'électricité, c'est quelque chose de constitutionnel pour chacun des Congolais. Donc, en tant que gouvernement, nous, on estime que c'est un droit et on doit y travailler pour améliorer les conditions actuelles. Pour l'instant, on voit par exemple juste pour la ville de Kinshasa qu'on est vraiment en déficit. Donc il était question juste d'abord d'établir où se trouvent les problèmes et en ce moment, on le sait tous, je pense qu'il y a un problème de démographie, c'est le premier problème et donc il faut renforcer les capacités. Le second problème, c'est essentiellement un problème de vétusté du système, des installations qui sont en place, qui sont vieilles. Il y en a certaines qui sont installées depuis l'époque coloniale et qui n'ont pas été revues. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, il y a le modernisme. On parle d'apporter des nouvelles méthodes. Au ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, peu après son discours dans le cadre de la célébration de la journée internationale des micro et petites moyennes entreprises célébrée le 27 juin, le ministre d'État Eustache Moranzi a visité 2 incubateurs, notamment OPEC et Ingenuity. Regardez. La journée internationale de micro et de PME célébrée le 27 juin de chaque année a été marquée d'un saut particulier par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Moranzi Mumbembe. Tout a commencé dans la concession Procoki dans la commune de Ngalema où est installée des Ingenuity. Cette plateforme d'incubateur a reçu la visite du ministre d'État venu palper du doigt les réalités et les difficultés rencontrées, mais aussi découvrir l'ingéniosité de l'entrepreneur congolais. Pour les coordonnateurs des Ingenuity, François Ngueni, cette visite du ministre de tutelle symbolise l'importance accordée aux entrepreneurs locaux qui contribuent à la richesse du pays. Juste après, le ministre d'État est allé à l'Office de promotion des entreprises congolaises OPEC, dirigé par Ezekiel Bitoya, où sont logés les collectifs des entrepreneurs transformateurs du Congo et Chang Startup Center. Agréablement surpris par les performances de ces incubateurs, le ministre d'État a donné les assurances fermes du gouvernement dans l'accompagnement de PME. Entrepreneuriat, vecteur par excellence de la création d'emplois et de richesses pour la RDC, ce thème de la journée reste interpellateur pour susciter une culture entrepreneuriale chez les Congolais. D'où l'appel du ministre à la création d'une véritable classe moyenne compétitive sur le marché africain. Puiser dans l'expérience des autres, c'est le credo du ministre de Pêche et Élevage. Pour Adrien Bokele, ceci se traduit par le renforcement des capacités, partage des expertises et expériences marocaines au menu des échanges entre Adrien Bokele et l'ambassadeur marocain. Le ministre des Pêches et Élevage, Adrien Bokele, a échangé avec l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo, Rachid Agassim, sur le partenariat de 2 pays dans les secteurs des pêches. Le patron des pêches a reconnu l'expérience dans la spécialité du Maroc en production et transformation des poissons en Afrique. C'était une opportunité pour Adrien Bokele de solliciter une coopération entre les 2 pays pour booster le développement de la pêche en RDC durant ce mandat. C'était aussi l'occasion pour les 2 personnalités d'étudier sur les différents moyens pour le renforcement des capacités, partager l'expertise et expérience marocaine dans la pêche. Et c'est surtout pour relancer les moyens de coopération entre le Maroc et la RDC en matière de pêche. C'est très important. On a déjà commencé à travailler il y a une année dans cette perspective. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'occasions pour relancer cette coopération. Le Maroc était et restera toujours aux côtés de la RDC, s'agissant de la coopération dans tous les domaines. Et dans ce secteur bien précis, ce matin, nous avons discuté des moyens pour le renforcement des capacités et pour
pour partager l'expertise et l'expérience marocaine. Au sortir de l'audience, les représentants du Maroc, Rachid Agassim, se dit satisfait de cette première rencontre avec le nouveau patron de la pêche, surtout pour sa détermination de relancer le moyen de coopération entre le Maroc et la République démocratique du Congo dans ces secteurs. Il se tiendra du 30 au 31 octobre 2021 à Rome, en Italie, un sommet ordinaire de G20 auquel a invité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. En prélude, une réunion ministérielle préparatoire a été organisée du 22 au 23 juin, à laquelle a pris part à Catania en Italie la ministre de l'Emploi Claudine Doucy, qui a représenté l'Afrique, porteuse d'un plaidoyer pour la restauration de la paix et durable en Afrique. Dans son intervention mercredi dernier à la réunion ministérielle du G20 axée sur le genre et la jeunesse qui s'est tenue du 22 au 23 juin 2021 à Catania en Italie, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Doucy-Kembe, qui a valablement représenté l'Union africaine que préside Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a non seulement abordé la problématique du travail décent, l'employabilité des jeunes et les inégalités basées sur le genre, mais aussi et surtout invité les États membres de G20 à s'impliquer dans la restauration d'une paix durable en Afrique en général et particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. La pandémie de Covid-19 n'est certainement pas le dernier choc majeur auquel sera confronté notre continent. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'accélérer les réformes structurelles pour permettre aux pays africains d'établir des économies plus résilientes et de mieux se préparer à faire face aux crises futures. Pour y parvenir de manière efficace, il est important de multiplier les efforts pour combattre l'insécurité que connaissent certains pays, dont la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Mali, le Soudan et d'autres pays de la région. C'est pour cela qu'au nom de toute la population africaine, j'invite les États membres du G20 à s'impliquer davantage pour la restauration d'une paix durable dans les pays si hauts. En marge de ces assises, le numéro 1 de l'emploi, travail et prévoyance sociale en République démocratique du Congo a également échangé avec le directeur général de l'Organisation internationale du travail, le vice-président de la Banque mondiale et sa collègue italienne en charge du travail, question sans nul doute de faire du lobbying international et ainsi redorer l'image du pays vis-à-vis des partenaires sociaux du monde. On va parler Covid-19 à présent. Depuis quelques jours, des messages à glacer le sang circulent sur les réseaux sociaux pour prévenir le manque des places dans les morgues ou encore dans les hôpitaux pour accueillir des nouveaux malades. Eh bien, une situation qui donne raison aux autorités qui ont prévenu depuis près d'un mois sur la troisième vague de coronavirus qui frappe dans le pays. La courbe de 40 000 cas de contamination atteint. Le gouvernement dit tenter tant soit peu de stopper l'hémorragie. À quelques jours de la fin de la première quinzaine, avec des nouvelles mesures annoncées par le chef de l'État en personne, la prolongation semble évidente. Non seulement la courbe de la chaîne de contamination ne baisse pas, mais en plus, le pays vit un climat morose, avec des décès au quotidien, y compris dans l'entourage de Félix Tshisekedi, qui a perdu coup sur coup membres de famille et proches collaborateurs. Ce qui rappelle un peu le calvaire vécu l'année dernière à la même période, même si l'on ne saurait confirmer formellement qu'il s'agit bien des victimes de coronavirus. Entre-temps, dans les rues de Kinshasa, la police de jour comme de nuit veille au strict respect des gestes barrières, dont le non-respect est désormais sanctionné par de fortes amendes allant de 10 000 à 100 000 francs congolais par individu. Comme on pouvait s'y attendre, des plaintes s'accumulent tous les jours avec le modus operandi des forces de l'ordre qui n'est pas de plus irréprochable. La semaine dernière encore, quelques éléments de la police ont été accusés sur les réseaux sociaux par des expatriés, y compris un professionnel de médias, de vol et agression sexuelle après une descente dans un restaurant de la ville bien avant l'heure du couvre-feu. Quant aux églises, qui ont été appelées à fonctionner à 50% de leur capacité, elles n'ont pas été vraiment inquiétées ces deux dimanches. Ces mesures ont notamment causé l'annulation des grands événements qui auraient pu avoir lieu cette semaine, à savoir le rapatriement en pompe des reliques de Lumumba, accompagné d'une visite officielle du roi des Belges, le jour même de la commémoration des 61 ans de l'accession à la souveraineté nationale et internationale.
Samedi encore, le comité multisectoriel notifiait 496 nouveaux cas, dont 397 à Kinshasa, 38 au Kasaï, 22 au Congo central, 17 dans le Haut-Katanga, 12 en Ituri, 5 dans le Haut-Tuélé, 4 au Lualaba et 1 au Nord-Kivu. Des statistiques qui ramènent finalement le pays à franchir le cap de 40 000 cas de contamination en un laps de temps. Le coronavirus devient inquiétant sur l'ensemble du pays. La seule façon de se protéger, d'éviter la propagation, c'est de respecter les gestes barrières dictés par les autorités. Déclaration du député national Claude Nyamugabo. Ce dernier est allé jusqu'à Kavumu, à 30 km du chef-lieu Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, où il a distribué les masques aux hommes et femmes, leur demandant de faire pareil dans leurs familles respectives. C'était Claude Nyamugabo Baziboué, tout souriant, qui est allé à la rencontre de sa base de Kavumu, dans le territoire de Kabaré, où il a été accueilli dans une ambiance bon enfant. Objectif, communier avec ses électeurs et recueillir leurs desiderata dans le cadre de ses vacances parlementaires, afin de mener des plaidoyers à divers niveaux. S'adressant à la foule nombreuse venue l'accueillir, le député national et ancien patron de l'environnement congolais, Claude Nyamugabo, a annoncé plusieurs projets intégrateurs dans son cabaret natal, notamment la fondation Claude Nyamugabo que j'ai créée pour mes œuvres sociales a remis un bus à la population de Kabaré Nord, un bus de la fondation qui fera le tour entre la ville de Bukavu et Kavumu. C'est parce que mon rôle est de prendre les desiderata des élus pour les amener au gouvernement central afin de chercher des solutions aux problèmes que connaît la population. Claude Nyamugabo, à travers la fondation éponyme, dirigée par la Makamba Nidia Kabaré, a distribué des pagnes aux femmes présentes sur place avant de recevoir en retour des cadeaux, symbole d'un grand amour envers celui qu'ils appellent affectueusement ici Mwanaweka, ou tout simplement digne fils du terroir. Le meilleur élu du territoire de Kabaré aux élections de 2018 a sensibilisé la population sur la gravité de la maladie à coronavirus et la nécessité de respecter les gestes barrières, dont le port correct du masque pour éviter la propagation du virus. Avant de quitter, Claude Nyamugabo a transmis les salutations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux habitants de Kabaré, avant de leur demander de soutenir la vision du premier citoyen, l'union sacrée de la nation. Quelques pas de danse ont sanctionné cette journée de communion, agrémentée par la mythique chanson traduite en français, Claude Nyamugabo, nous te porterons sur les dos. Et la province de l'Équateur répercute les mesures prises par les autorités afin de faire face à la troisième vague de cette pandémie. Tenez, le vice-gouverneur de cette province a lancé un message résumant les dispositions pratiques à observer dans tout le secteur. Mercredi 23 juin 2021, Dr Taylor Ngandji Keka, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, a adressé un message à la population en exécution de mesures prises par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire face à la troisième vague de coronavirus. Je me fais l'obligation pour vous inviter au respect strict des mesures ci-dessus. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, les lieux de travail, les écoles et universités, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les hôtels et tous les édifices publics. 2. L'interdiction des veillées mortuaires dans les maisons, les funérariums et à domicile. Les dépouilles mortelles sont directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Bien avant, le vice-gouverneur accompagné du ministre provincial de la Santé, Dr Brino Efoloko, a parcouru l'université et institut supérieur de Mbandaka, sensibilisé la communauté universitaire sur la Covid-19 avant la distribution symbolique de masques, savon liquide et lave-mains en faveur de mêmes établissements élargis à l'ensemble provincial, au parquet général et au commissariat provincial de la police nationale congolaise en Mbandaka.
En sécurité dans le Maniema, le quartier Bassoko s'est réveillé ce lundi sous une tension inhabituelle due à l'assassinat d'un opérateur économique. Furieuse, la population a saccagé tout ce qui était devant elle. Cette situation a poussé le gouverneur intérimaire d'appeler les jeunes à ne pas se livrer à la manipulation et demande à ce que la paix soit préservée. C'est une matinée agitée ce lundi 28 juin 2021 au quartier Bassoko, à Kindu. À la base, l'assassinat de M. Abeli Djoumaïni, revendeur des unités et opérateur des monnaies électroniques à l'entrée du marché des Bassoko dans la commune de Kasuku. Informé de la situation, le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala, est allé calmer la situation. D'abord ici à l'esplanade du dit marché, la tension était perceptible. Les jeunes du coin qui revendiquent la sécurité de leur quartier Bassoko ont conduit les chefs de l'exécutif provincial au lieu où les corps de leurs compatriotes a passé la nuit à la Belle Étoile. Travailleurs du peuple Afani Idrissa, Mangala a décidé de porter les brancards de la dépouille de Abeli Djoumaïni jusqu'au domicile familial. La population de Bassoko, avec à sa tête les députés provinciaux Freddy Tababikwa, réclame justice pour la famille de Abeli et la sécurité pour cette partie de la ville de Kindu. Une occasion pour le gouverneur ad intérim de rappeler à tout celui qui dénoncera la cachette ou l'identité des malfrats qu'un montant de 500 000 francs lui sera attribué et que son gouvernement reste déterminé à éradiquer l'insécurité qu'il a héritée à sa prise de fonction. La dépouille de l'ancien ministre et parlementaire Jean-Baudouin Inabito a été inhumée samedi dernier à Gombe, son village natal situé dans le territoire de Wamba. Nous sommes là dans la province du Haut-Uélé. Des milliers de personnalités et anonymes ont fait le déplacement pour lui rendre des derniers hommages à l'illustre disparu, présenté comme l'une des figures historiques de la politique dans l'espace grand-oriental. Ce sont les derniers hommages dignes pour l'illustre disparu qui sont rendus ici à l'honorable défunt Jean-Baudouin Idambito Bakato. Ce patriarche icône de la politique de la Grande Orientale décédé à Kinshasa a été inhumé samedi au cimetière royal de sa chefferie Wadimbisa à Gombe dans le territoire de Wamba. C'était après une dernière messe de requiem en sa mémoire rehaussée par plusieurs députés nationaux de l'espace Grand Oriental, le membre du gouvernement provincial du Haut-Uélé avec en tête le gouverneur Christophe Bassianenanga, ainsi que plusieurs autres personnalités et la famille dans la consternation et l'inconsolation visible sur le visage. La foudre s'est abattue sur l'édifice Espace Grand Oriental. Mes hommages les plus déférents s'adressent à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui malgré les conditions sanitaires difficiles suite à la pandémie de coronavirus a autorisé le rapatriement de la dépouille mortelle que des obstacles dignes de son rang lui soient rendus. À l'arrivée à Isiro par l'aéroport national, c'est un public inconditionnel qui prend d'assaut le boulevard de l'aéroport au centre-ville pour saluer la mémoire d'Idambito, acceptée par tous comme un baobab de la politique nationale et de la Grande Orientale en particulier. Les corps étaient exposés ensuite à Maranatha Isiro, après la messe à la cathédrale, puis le lendemain, direction du cortège funèbre à Ibambi dans le territoire de Wamba, où l'on procède également à une autre messe de repos éternel en faveur de l'honorable défunt Idambito, avec des témoignages émouvants sur sa personne par ces notables qui ont fait les déplacements de Kinshasa pour Wamba, en passant par Isiro, les connaissances, amis et membres de sa famille. Le défunt patriarche honorable Jean-Baudouin Idambito Bakato laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. Une mission conjointe gouvernement Banque mondiale et coordination nationale de Picagel RDC a effectué une descente dans le Tanganyika le 25 juin dernier. Objectif, faire un état des lieux de la situation générale du projet tel que mis en œuvre par les différentes structures partenaires de Picagel dans cette province. Après 2 ans et demi d'exécution du projet Picagel Tanganyika, l'heure a sonné pour une évaluation de la mise en œuvre de ces activités, d'où la présence de cette délégation à Kalemi, composée des experts de la Banque mondiale, des membres du gouvernement congolais et de la coordination nationale de Picagel RDC.
À peine arrivée au Tanganyika, la délégation a été présentée ses civilités au gouverneur de province ad intérim, à qui elle a expliqué les biens-fondés de la mission, qui a connu quelques reports dus à la situation sanitaire que traverse le monde à l'instant. Et donc cette mission, elle est venue ici dans notre province du Tanganyika pour voir comment est-ce que nous fonctionnons, quelles sont les avancées par rapport au projet, parce que la dernière mission, elle était faite l'année passée. Suite au Covid, on n'a pas pu remplir les 2 missions par an, mais cette fois-ci, voilà, la grande délégation est là, dans nos murs, pour voir comment est-ce que nous utilisons les ressources qui ont été mises à notre disposition, quelles sont les avancées par rapport aux activités de terrain, quelles sont les difficultés que nous rencontrons et comment on peut remédier à tout ce que nous connaissons comme problème sur le terrain. Peu après cette rencontre, l'autorité provinciale et les membres de la délégation se sont rendus aux installations de Picagel où une mini-foire a été organisée. Les différents partenaires du Picagel ont présenté leurs réalisations selon les spécificités et les attributions de chacun de leurs sous-projets. Le temps fort de cette exposition a été l'insémination appliquée sur cette vache dont l'objectif est l'obtention d'une race de forte capacité laitière. La société civile et les ONG de droits de l'homme s'opposent à une remise et reprise en cascade, disent-elles, au cadastre minier. Saluant l'action du chef de l'État dans la lutte contre la corruption, elles ont appelé à la vigilance dans une déclaration faite le week-end dernier. Annoncé pour le 2 juillet prochain, plusieurs mouvements de la société civile et des ONG de droits de l'homme au Congo se sont opposés à la remise et reprise à la direction générale du cadastre minier. Dans une déclaration rendue publique ce week-end, ils ont salué le leadership du chef de l'État et la lutte contre la corruption qui est son cheval de bataille. Au niveau du cadastre minier, ces associations dénoncent une manœuvre voulant faire main basse en faveur d'un comité de gestion qui tentera une nouvelle fois d'épiller les ressources du pays. Oscar Béa est coordonnateur d'une de ces associations, s'étant engagé contre cette remise et reprise, la génération sans impunité. La nomination en question n'avait pas respecté les lois de la République. Même la Constitution a été foulée aux pieds au moment des élections. Et aujourd'hui, nous constatons que les mêmes personnes veulent aller très vite pour faire de remises et reprises d'une manière de favoriser les uns et les autres. Parmi les raisons qui appuient leur thèse, l'on compte notamment l'inexistence des copies de l'ordonnance dans tous les services ou encore, plus étrange, un lobby libanais derrière cette dernière pour la faire exécuter. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, est donc appelé à voir clair dans ce dossier. D'ailleurs, ce n'est pas même opportun. Pourquoi ils sont pressés de passer aux remises et reprises? Pourquoi? Est-ce que c'est opportun? Ça nous apporte quoi? Qu'est-ce que ça apporte à la République démocratique du Congo? Et nous, en tant que les défenseurs des droits de l'homme, nous nous sommes dit, nous devons lutter contre cette histoire pour que ça n'ait pas lié. Et c'est pourquoi nous appelons le chef de l'État, comme lui est le garant du bon fonctionnement de nos institutions, de veiller sur cette histoire. Sinon, c'est la fraude et les détournements qui continuent dans ces domaines cadastrales. Au total, plus d'une dizaine des mouvements citoyens et ONG de droits de l'homme sont derrière cette opposition d'une remise et reprise bâclée. Place au rappel des titres. Explosion à Béni, l'armée dit avoir identifié le kamikaze qui s'est fait exploser dimanche. Il s'agit d'un sujet ougandais nommé Mboudi Abdallah. Clôture de la session ordinaire de mars au Sénat. Elle a été marquée par l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Échange entre le Premier ministre et les directeurs généraux de la SNEL et de la Régie des eaux. Au menu, l'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Protégez-vous, prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.